C'est un essai, c'est un essai. Moi, j'aimerais commencer par un aspect de l'essai en rentrant complètement dedans. Il y a deux parties dans l'essai. Donc, l'Europe face au mystère russe, transcendance, nation, littérature. Il y a la première partie qui est consacrée à l'Occident qui, à force de regarder vers l'Ouest, se perd son identité et donc part dans une espèce de fuite. Donc, c'est l'Occident et le temps par rapport à une éternité qui n'est plus contemplée, qui serait incarnée par la Russie, selon vous. Et alors ma question c'est, est-ce que c'est dans l'ADN de l'Occident de ne plus regarder l'éternité, ou est-ce qu'il y a un moment où l'éternité nous a quittés? Je n'oserais pas dire c'est l'ADN de l'Europe et de l'Occident. Alors, l'éternité, déjà, je pense que le point crucial est l'époque assez difficile et qui a vraiment divisé un tout petit peu le monde occidental sur le monde d'avant et d'après, c'est la Renaissance, Oui. où on reprend un peu cet orgueil de l'homme qui est placé au centre de l'univers, et c'est l'homme qui se contemple, c'est l'homme qui est maître de l'univers, de la nature. Donc ça, c'était vraiment la Renaissance qui a un tout petit peu élevé cet homme et qui a donné, et c'est bien, c'est chrétien, ça vient quand même c'est le retour au paganisme, mais c'est le retour par le christianisme, parce que le message chrétien, c'est justement élever l'homme, et comme l'homme il est fait à l'image de Dieu, bien évidemment, l'homme, quand même à l'image de Dieu, l'homme, qu'est-ce qui peut être encore plus glorifiant et plus pour l'homme? Mais le problème, c'est on est que les humains, que les hommes, avec nos péchés, et quand on nous annonce ce message, et surtout quand on fait révéler en nous cet amour de nous-mêmes, cette glorification de l'humain, le génie humain, l'homme, à un moment, il peut oublier qu'il est fait aussi pour être humble, pour être modeste, pour être simple. Et l'homme, il déplie un peu les ailes, il oublie de les replier. Et à un moment, quand il a déplié les ailes à la Renaissance, ça a commencé la machine a déclenché. Et donc là, après, on a vu, plus tard, c'est le siècle des Lumières. Ouais. Et là, c'était un apogée encore de cet homme qui a vraiment, avec la science, avec le triomphe de la science et la religion de la science de l'époque, là, on pouvait tout expliquer. À ce moment-là, l'homme commence à se dire, mais là, je peux absolument tout expliquer par la science. Et là, bien évidemment, le théocentrisme et le sacré et la transcendance part en arrière-plan, et l'homme, il pense qu'il n'en a plus besoin. À partir du moment où il peut commencer à tout expliquer. Et différemment, par exemple, si maintenant on veut comparer le temps et l'éternité, ou l'Occident et la Russie, si on ose parler en ces termes, d'ailleurs des termes poétiques, sans prétention, mais il faut savoir que la Russie n'a pas connu ni Renaissance, ni les siècles de lumière. On Ouais. ne connaît pas cette période, on n'a jamais connu. Donc on n'a pas été, notre mental et notre façon de voir le monde n'a pas été perturbé par ces époques-là. Je ne dis pas que c'est des mauvaises époques, que tout était tellement... Non, c'est les époques qui ont apporté à l'humanité, mais sauf que c'était quand même un grand choc, c'était un changement des idées, c'était un changement dans le chemin de la pensée de l'homme. Et là, c'est en tout cas une grande différence des deux cultures. C'est important de mentionner que ni Renaissance ni siècle de lumière. Logiquement, je voudrais parler du rapport entre l'universalisme et l'orthodoxie. En France, nous sommes très fiers de notre vocation à l'universalisme. Et on semble lire dans votre essai que l'orthodoxie a été une des garanties pour la Russie, pour rester dans l'éternité. Donc ma question c'est, voilà, parce que sans la vocation universelle de la France, par exemple, il y a toute une partie du monde qui n'aurait pas connu le Christ. Le cardinal Sarah lui-même le dit en disant, bah, moi, heureusement que les Français sont venus, sinon, c'est vrai, c'est la plus belle chance de ma vie d'avoir été colonisé. Hein, clairement, il le dit comme ça. Donc, j'aimerais que vous nous parliez de ça. L'orthodoxie, c'est un rempart.
Est-ce que notre universalisme est un piège? Je ne crois pas, parce que le mot universalisme, il est très proche au monde russe aussi. Parce que nous, on se revendique, on se croit universel. D'ailleurs, quand vous lisez Dostoïevski, quand vous lisez les grands philosophes russes, Solovyov, Simeon Frank, Florovsky, ils parlent tous de cette panhumanité. Parce que quand on parle de christianisme, du Christ, bien évidemment que nous tous, les humains, on est des éléments du corps de Christ. Et bien évidemment, il faut réunir ces éléments pour que le corps du Christ soit complet et qu'on ne soit pas un handicap, en détresse, les éléments qui se promènent tout seuls. Donc il y a un tout. Et le tout dont parle Dostoïevski, Berdyaev, donc les autres que je viens de citer. Et l'universalisme, c'est notre premier devoir même. Si on lit Dostoïevski, on peut citer que le Christ et le christianisme et l'orthodoxie, bon, Dostoïevski parle bien évidemment de l'orthodoxie, et la mission de la Russie, c'est universel, c'est la mission pour se réunir avec nos frères et pour être en amitié et en fusion avec l'Europe. Et même, il dit que notre premier devoir, et là je vous le cite, Dostoïevski, notre premier devoir, c'est de sauver l'Europe, d'aider l'Europe et de donner ce qu'on peut à l'Europe pour que l'Europe aille bien. Et c'est à tort de dire que Dostoïevski détestait l'Europe. Il disait que l'Europe, c'est le cimetière. Parce qu'il voyait qu'il y a des valeurs qui disparaissent. Il le voyait il y a encore un siècle, où va l'Occident. Mais il n'y a pas du tout de place à la haine ou à des sentiments comme ça vis-à-vis des Russes par rapport à l'Europe. Jamais. Et c'est justement ça le message chrétien, c'est de ne pas évacuer cette haine, c'est d'aimer l'humanité. Mais comme disait Berdyaev, avant d'aimer et de parler de l'humanité, il faut respecter certaines hiérarchies. Commencer par l'enracinement par l'homme national, donc l'homme raciné. Après, il y a l'homme, on peut aujourd'hui dire européen pour prendre plus large. Après, il y a l'humanité entière, quand on passe à une autre strate. Et après, il y a l'univers. Et après, il y a Dieu. Il y a donc toutes ces strates pour Berdyaev qui sont importantes à mentionner et à respecter. Et donc, quand aujourd'hui, certains mouvements de pensée et de lobbying de la nouvelle idéologie en France qui fait la promotion de vivre ensemble et de cet humanisme, le mot humanisme, il est très beau, c'est très bien, être humaniste, c'est très bien. Mais sauf qu'on confond, quand on parle des fois de cet humanisme, on oublie un tout petit peu les strates qui étaient avant. Et quand on commence à sauter les strates, il n'y a plus aucun sens, parce qu'on n'a pas ni nos racines, ni nos traditions, on n'a plus de conscience de qui nous sommes, et on parle de quel universalisme on peut parler. En tout cas, ça paraît, quand on étudie l'histoire, quand on étudie la philosophie, ça paraît un tout petit peu absurde. Alors, justement, vous parlez beaucoup de Dostoïevski et d'autres auteurs, et c'est une des choses qui m'a plu dans cet essai, c'est qu'il n'y avait pas de... C'est un livre de géopolitique, mais qui parle de littérature. C'est-à-dire que les sphères ne sont pas séparées. On ne peut pas séparer la politique de la religion et de la littérature. Donc forcément, ça m'a parlé. Et alors, bien sûr, il y a Dostoïevski qui prend une place importante. Et j'ai envie de dire, bon, alors nous en France, on aurait... Enfin, en Occident, mais j'ai tendance à parler que de la France. Bon, de toute façon, la France est le processeur de l'Occident. Ce serait qui chez nous? Ce serait Victor Hugo? C'est à vous de me dire qui est... Ah, ben non! Qui est chez vous. Moi, je peux dire qui est chez nous. Mais chez vous... Alors, on va omettre un peu le siècle du 19e, du scientisme, parce que c'était un peu... D'ailleurs, quand Dostoïevski l'écrivait, au moment de l'œuvre de Dostoïevski, de Tolstoï en Russie, du surréalisme russe, il y avait en même temps en France, c'était pas tout à fait la même chose. En tout cas, à la même époque, donc on voyait bien qu'il y a une différence de l'état d'esprit et qu'en France, sous cette influence du scientisme, on voyait très bien les écrivains inspirés beaucoup par ce procédé dans la littérature. Et ils employaient beaucoup le scientisme dans la littérature, Zola, Flaubert, on connaît très bien cette génération des naturalistes français.
Et c'est une autre façon. On ne peut pas dire que quelqu'un est mieux que quelqu'un d'autre. Ou lui, il est bon, lui, il est mauvais. La Russie, c'est génial, la France, c'est nul. Donc, Non, ça, non, non. il y a une autre façon d'évoluer ou d'avancer. Et la France, elle était sur ce chemin-là. Et la Russie, sur tout un autre chemin. Mais le problème, c'est que le chemin d'un pays n'est pas forcément compatible avec le chemin d'un autre. Donc, on ne peut pas transposer les systèmes. Et aujourd'hui, euh, Mais il nous faudrait nous attacher à notre littérature pour tourner notre regard. Ça, c'est-à-dire, là, vous proposez que quelle voie pour l'Europe, c'est que notre regard change de braquet globalement. Et dans ce changement, il y aurait un regard porté sur notre propre littérature. Bien sûr, il y a quand même, quand on parle, et je reviens aux anciens, il faut toujours, j'appelle toujours à ce retour aux anciens, aux Grecs, aux Romains même, à cette philosophie forte et importante qui a donné naissance à notre civilisation européenne. Alors, pourquoi la littérature, on sous-estime aujourd'hui le rôle de la littérature. On sous-estime que la littérature, c'est avant tout, comme mathématiques. À l'époque, il y avait la littérature et les mathématiques. Dans l'ancienne Grèce, il y avait deux sciences qui étaient considérées, bon, philosophie bien sûr, mais ça faisait partie de cet art de la parole. Donc il y avait littérature, philosophie et mathématiques. Et c'est ça qui permettait d'analyser le monde, de comprendre le monde. Et les Grecs, ils ont tout compris, qu'on ne peut pas négliger ce genre d'outils pour avancer et pour comprendre nous-mêmes, le monde. Mais aujourd'hui, on considère que peut-être c'est la distraction, les livres, on oublie le rôle fondamental de la littérature. Et la politique a besoin des hommes de lettres. Pour faire bien la politique, il nous faut des philosophes, il nous faut des hommes de lettres, il nous faut des hommes des sciences humaines qui sont là au pouvoir et qui réfléchissent. Et non pas seulement des économistes et des purement politiciens c'est dommage. Aujourd'hui, on en est arrivé là, en tout cas, de croire que la politique, c'est que pour les politiciens et les littéraires restent dans leur coin ou dans les universités. Et normalement, la collaboration justement des différents domaines et surtout donner la place respective à la littérature, c'est important. Après, il y a un autre problème, c'est que la littérature aujourd'hui, on veut bien donner peut-être la place, mais à qui donner la place aussi? Il faut peut-être aussi savoir où on en est avec notre littérature. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme littérature? Est-ce qu'on donne la place aux classiques, qui sont toujours sûrs, qui évacuent certaines valeurs, ou il y a quand même aussi l'ère du temps, le monde contemporain, qui exige d'autres moyens d'expression littéraire? Il faut prendre en considération, mais avec plaisir. Il faut juste essayer de trouver. Il y a tellement de littérature aujourd'hui aussi, tellement d'écrivains. Bah, le problème, effectivement, c'est la forêt. Là, et comment faire sortir l'essentiel de cette forêt. On a parlé rapport au temps, on a parlé orthodoxie et universalisme, on a parlé littérature, tous ces éléments qui sont présents dans votre livre. Il y a un aspect, ce qui est l'histoire russe qui est particulière, qui est presque amoureuse du chaos. Il y a un rapport au chaos avec la Russie. On a tous en tête, bien sûr, la grande période de communisme. Et finalement, vous semblez plus réconciliés avec vous-même. Les Russes sont davantage réconciliés avec leur histoire, avec eux-mêmes, que nous, Français, toujours divisés et blessés par la Révolution française ou par d'autres événements. Qu'est-ce qui fait cette particularité de la Russie d'arriver à digérer son chaos? Oui, merci beaucoup pour cette question. Et j'ai consacré beaucoup de place dans cet essai à cette réflexion sur la constante russe, sur cette Russie sur cette stabilité. Ça peut paraître un peu étrange de dire la Russie à côté du mot stabilité, mais malgré le chaos, la Russie est stable. Elle est stable dans son chaos, elle est stable dans son histoire, parce que tout au long de notre histoire, quand on étudie l'histoire de la Russie, on voit, et jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas changé, on voit que les Russes, ils ont le respect de leur histoire, ils respectent
leurs racines, d'où ils viennent, ils les n'oublient jamais. Il y a un point de repère fondamental, c'est l'orthodoxie, qui perdure en Russie, malgré les cataclysmes, malgré les changements comme la Russie a connu quand même. Elle a connu tous les 100 ans Oui. quelque chose qui, à partir du moment où elle commençait à se relever, ça tout de suite, ça la mettait à genoux tout de suite. Donc elle avait tout le temps, elle était obligée de recommencer à chaque fois, dès le début, à recommencer dès le zéro. Et à chaque fois, elle se relevait. Et à chaque fois, elle se relevait, et encore plus forte qu'elle était. Et il y avait toujours cette orthodoxie on ne pouvait pas l'éliminer. Le 80 ans de rouge en Russie, elle est toujours là. Qui pouvait croire que c'est possible, c'est inimaginable qu'après ce qui s'est passé en Russie, un gros changement. Mais l'orthodoxie reste quand même là. Donc on tient à cette orthodoxie historique. Donc je parle même pas de la foi véritable. Oui. Je parle de cette histoire, de cette orthodoxie historique. Et on a cette conscience. Il y a quelque chose dans l'histoire de notre pays qui fait que on reste stable parce qu'il y a un noyau fort. Ouais. Et je pense que c'est ça le secret de notre stabilité. Le respect de nos traditions, de nos racines, de notre histoire. Est-ce que ça va le rester? Et ça Mais va non, le rester. parce qu'on parle effectivement de la nécessité de l'Europe de tourner son regard vers le mystère russe, est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui d'une perméabilité de la Russie au modernisme occidental? Ouais, je ne sais pas qu'il y a le risque plus gros que le meurtre de tsar de l'époque et le Oui. changement de régime. Je ne sais pas si aujourd'hui, je ne sais pas si quelque chose peut égaler avec cet épisode. Et je pense que rien, pour nous aujourd'hui, on n'a peur de rien. Ouais. En tout cas, reste confiant, mais bien évidemment, pour moi, ce qui se passe aujourd'hui, bien évidemment, la Russie, c'est un pays ouvert, elle fait partie de ce monde global et c'est normal parce que on vit aujourd'hui dans le monde global qui doit s'interagir, les pays qui s'interagissent, il y a l'économie globale, c'est normal. Aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement pour un pays, le pays ne peut pas être isolé et ne pas interagir avec d'autres pays. Mais il y a interagir et interagir. Donc la Russie, ce qu'elle veut aujourd'hui, c'est de s'ouvrir au monde, d'être contemporaine, d'être à la hauteur du progrès, je ne sais pas, technique, scientifique, voilà. Mais en même temps, elle essaie de préserver justement ce noyau pour qu'il reste intact. Comme disait Brzezinski, notre cher Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, qui donnait l'interview en 1997 à la BBC. Il a dit, maintenant que l'URSS est tombé, notre seul ennemi aujourd'hui, c'est l'orthodoxie russe. Le seul ennemi des Américains aujourd'hui, c'est l'orthodoxie russe. Donc vous voyez, si l'orthodoxie disparaît, la Russie disparaîtra. Donc aujourd'hui, on fait en sorte, en tout cas la Russie aujourd'hui fait en sorte que cette orthodoxie, on le préserve. Mais tout en étant contemporain, laïque, parce que la Russie c'est un État laïque, donc c'est un État laïque, mais on a cette partie de notre tradition, histoire et du fond de nous-mêmes, notre âme, on essaie de la préserver. Et je pense qu'aucune interaction, disons, avec le monde, avec les valeurs autres que les valeurs éternelles, comme on dit, c'est touché, la Russie est touchée. Et il y a de tout. La Russie est divisée aujourd'hui. C'est difficile, c'est mouvementé. Mais elle s'en sortira. Donc il y aura toujours le retour. Oui. Et on est confiant. Et puis quand on a connu effectivement la mort du tsar, vous avez peur de rien. Non. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Anna.